premier fichier de Rivester. Premier fichier de Rivester, c'est à passer là, celui que j'ai mis. Après l'intro. Ok. Ah bah oui, ça rigole. Oula, ça rigole pas. Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue, merci de votre fidélité. Bienvenue donc au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Florence Sueur au micro accompagnée de Christophe et de Philippe à la technique aujourd'hui. Et bien sûr, toujours en vidéo live via Facebook, page bar de l'économie. Et cette émission, vous pourrez la réécouter bien sûr sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Alors les thèmes du jour aujourd'hui, eh bien, ce sera patrimoine et finances, exportation aussi, éducation. Et puis on va revenir sur l'affaire George Floyd car plusieurs d'entre vous nous ont demandé de vous réexpliquer un petit peu cette affaire qui a embrasé les États-Unis. On en a entendu parler la semaine dernière vu que le procès a démarré. Alors pour parler patrimoine et finances, eh bien j'accueille tout de suite Thomas Telmas et Francis Sac. Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour Florence, bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous êtes tous les deux gestionnaires de patrimoine et de finances, donc dans votre propre structure que vous avez créée en 2018 et 2019, donc qui s'appelle SD Patrimoine et Finances. Et donc on va parler un petit peu de tout ça avec vous. Et puis aussi aujourd'hui, eh bien, nous avons la chance d'être avec Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, qui est venu à Enghien-les-Bains jeudi dernier. Et donc j'ai pu bien sûr les interviewer. Donc on va écouter un petit peu la volonté du gouvernement. À nos côtés également Didier Kling, le président de la CCI, de la Chambre de commerce Paris-Île-de-France, qui s'exprimera sur l'importance bien sûr de l'éducation. Et puis en fin d'émission, comme je vous le disais, eh bien, nous aurons Marie-Cécile Naves, une spécialiste des USA, qui nous expliquera comment l'affaire George Floyd a embrasé les États-Unis. Voilà, donc tout de suite on retrouve notre première interview avec Franck Riester, le ministre délégué chargé au commerce extérieur. Quand même, 250 millions pour booster l'économie. Clairement, la conviction que notre économie, notre prospérité économique et donc la prospérité de nos compatriotes passera par un déploiement à l'international. Nous sommes évidemment convaincus que nous avons besoin de davantage encore améliorer les conditions du développement des entreprises dans notre pays. C'est tout le travail qui est mené depuis 2017 en termes de baisse de la fiscalité sur le capital, en matière d'assouplissement du marché du travail, en termes d'investissement dans la recherche et développement, dans la formation, dans tout ce qui permettra que notre pays soit encore mieux identifié, perçu et réellement un vrai pays favorable au développement du business. Mais nous sommes aussi convaincus que nous devons relocaliser un certain... Asseyez-vous, vous êtes bien, asseyez-vous, vous serez mieux pour m'écouter. Nous sommes persuadés que nous avons besoin de relocaliser un certain nombre de productions industrielles. On a vu pendant la crise sanitaire que notre incapacité à pouvoir nous approvisionner en masques, par exemple, que malheureusement on est obligé de porter dans cette crise sanitaire, je vais retirer ça puisqu'on en est extérieur, était un vrai problème d'indépendance pour notre pays et un vrai problème économique. Et donc nous devons relocaliser un certain nombre de productions. Nous devons nous donner comme objectif que davantage de produits fabriqués en France soient vendus à nos compatriotes, que davantage de Français consomment des produits fabriqués en France. Et c'est toute la stratégie industrielle qui est la nôtre, qui est confortée par le plan de relance où on va avoir un grand nombre de mesures pour baisser le coût du travail, pas le coût du travail, pour baisser le coût de la production, en baissant les impôts de production, et permettre aux entreprises de pouvoir être plus compétitives. Mais en même temps, on est aussi convaincu qu'on ne peut pas se replier sur soi, que notre croissance, que notre prospérité économique passera par un déploiement à l'international, qu'on conforte notre déploiement à l'international. Aujourd'hui, c'est 30% de notre économie qui est tournée vers l'international. Il faut que ça soit encore davantage. Il faut que partout dans le monde, on achète des produits et des services français, fabriqués en France, pensés en France, conçus en France. Et pour ça, on a besoin de forces tournées vers l'international, de femmes et d'hommes qui se projettent à l'international, qui ont cet esprit de conquête pour porter nos produits, nos services à l'international.
Et donc, on a besoin que des jeunes comme vous se forment pour cette conquête de l'international. Alors, il se trouve que de venir ici, ça me parle à plusieurs titres. D'abord, effectivement, parce que j'ai été étudiant à Cergy, à l'ESSEC, et donc Val d'Oise, en tant qu'étudiant, ça me parle. Ça remonte à quelques années maintenant, mais enfin, c'est pas si vieux dans ma tête. Et puis parce que j'ai fait des études de commerce international. J'ai passé 1 an pendant mes études à l'étranger, à New York, à Tokyo, en Asie, parce que j'étais convaincu déjà que l'avenir de notre pays en matière économique, ça passait par l'international. Et que l'international, c'était pas simplement de l'économie, comme ça a été parfaitement dit tout à l'heure dans les échanges que j'ai eus avec monsieur le maire, monsieur le conseiller régional, et vous, monsieur le président. C'est aussi parce que nous avons besoin de mieux comprendre les cultures, qui sont d'autres cultures, d'autres pays. On a besoin, pour bien faire du commerce international, de comprendre comment celles et ceux chez qui nous nous rendons, chez qui nous voulons vendre nos produits, se comportent, réagissent, consomment. Et c'est une formidable expérience humaine, un enrichissement unique que de pouvoir comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre, comprendre la différence et l'accepter, et donc ensuite, en la comprenant et en l'acceptant, d'être à même de mieux répondre aux attentes et aux besoins, notamment économiques et commerciaux, de nos partenaires. Et dans ce plan de relance dont je parlais tout à l'heure, on a une partie qui est une partie dédiée à la politique export. Donc c'est des moyens nouveaux qui sont mis pour conforter les outils existants au service des entreprises, notamment des PME et TPE, pour s'exporter. C'est les moyens que nous allons mettre à travers le chèque export, vous l'avez rappelé monsieur le Président tout à l'heure, pour baisser le coût de projection des entreprises internationales. Quand vous voulez vendre des produits à l'international, vous allez par exemple dans des foires et salons, ça a un coût. Ben, ce coût-là, on va le prendre en charge d'une façon plus importante que précédemment grâce au plan de relance. C'est aussi d'avoir des sécurités quand on exporte. On a des sécurités si on fait des démarches commerciales et que ces démarches ne portent pas leurs fruits. On a besoin d'être sécurisé, que peut-être qu'une partie de ces coûts-là soit aussi pris en charge par l'État. Et c'est ce qu'on fait avec ce qu'on appelle l'assurance prospection, dont les moyens vont être augmentés. C'est de pouvoir être certain qu'on va être payé des produits que l'on vend en Afrique, en Asie, en Amérique, ailleurs qu'en France. Et pour ça, il y a des dispositifs Bonne émission. que vous devez étudier, qui sont les crédits export, les assurances, qui permettent que, en cas de défaillance de votre client, vous pouvez être remboursé, payé quand même de vos produits. C'est un coût pour l'entreprise, mais c'est une sécurité que vos biens soient bien payés, et donc surtout quand il s'agit d'un moment où il y a une incertitude quant à l'évolution d'un certain nombre de partenaires économiques dans un certain nombre de pays. Et donc on met davantage de moyens dans les assurances crédit export. Et c'est pour ça que je venais aussi vous en parler, c'est aussi mettre davantage de moyens pour faciliter le recours par les entreprises de volontaires à l'international en entreprise. C'est 3000 volontaires en plus l'année prochaine, et entre 2021 et 2022, que nous voulons financer pour permettre à des jeunes comme vous qui, à l'issue de votre scolarité, pourront se passer 2 ans dans une entreprise dans le cadre d'un VIE. Tout le monde ne pourra pas avoir de VIE, mais enfin c'est 3000 VIE de plus. Parce que aider des jeunes comme vous à avoir un VIE, c'est leur donner la possibilité d'avoir une expérience unique, d'aider une entreprise à avoir des compétences motivées vers l'international, et le tout avec un coût réduit pour l'entreprise. Et plus largement, c'est la politique dans le plan de relance pour la jeunesse visant à mettre 6,5 milliards dans les 2 ans qui viennent d'accompagnement à la formation de nos jeunes. L'apprentissage, l'alternance, les avantages pour les entreprises à la première embauche de jeunes sortis d'école, 2021-2022. C'est essentiel pour nous que des jeunes comme vous qui passez 2 ans, 3 ans, 4 ans à vous former, vous puissiez être à la fois accompagnés plus facilement pour avoir une alternance ou un apprentissage. Et on sait que c'est difficile de trouver des entreprises. Donc si on accompagne financièrement les entreprises, ça les incite à prendre des jeunes en alternance ou en apprentissage. Et puis derrière, on les incite à vous recruter, c'est-à-dire à recruter les jeunes qui arrivent sur le marché du travail dans le cadre des premières embauches. Et donc ce dispositif-là, pour la jeunesse, pour vous, il a cette dimension internationale que l'on veut avec le président de la République. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous rencontrer pour vous le dire. Et vous dire qu'on a besoin de vous. On a besoin de votre énergie, on a besoin de votre enthousiasme, on a besoin que vous soyez formés, qualifiés pour répondre aux besoins des entreprises,
à l'exportation dans leur stratégie de déploiement à l'international. On ne réussira que comme ça. C'est à titre personnel un enrichissement considérable de pouvoir travailler dans ces domaines de l'international. La France est le pays qui a le plus grand rebond, parmi ceux qui ont le meilleur rebond après la crise sanitaire. Parce qu'il y a eu des mesures d'urgence qui ont permis, on le pense, d'avoir protégé l'outil économique. Alors il faut être humble, la bataille n'est pas gagnée, ça va être encore difficile, mais enfin les premiers résultats sont très positifs. Deuxièmement, tout le travail qui a été fait, je le disais tout à l'heure, depuis 2017 pour rendre notre pays plus compétitif, porte ses fruits. En 2019, la France était le pays qui accueillait le plus d'investissements internationaux en Europe. C'est du jamais vu. C'est parce que les investisseurs étrangers se disent en France, on va avoir une fiscalité qui n'est pas négative pour les investissements. On a un marché du travail souple. On a des gens, des femmes et des hommes formés, qualifiés, avec des formations de bon niveau. Et donc vous en êtes la preuve. Troisièmement, parce que ce pays, c'est un pays où on peut innover. On a un dispositif qui ne remonte pas d'ailleurs à 2017, qui est un dispositif qui est très ancien, mais qui a un des atouts compétitifs exceptionnels de la France, c'est le crédit d'impôt recherche. Et nous, on veut encore l'amplifier. On a besoin que nos entreprises, que nos jeunes, que nos compatriotes innovent, investissent, créent dans l'innovation et la création et la recherche de développement, que nous aurons aussi la capacité de nous différencier positivement par rapport à des concurrents internationaux. Donc ce rebond français, ce plan de relance qui va venir conforter ce rebond français, on pense que les premiers à en bénéficier, ça doit être nous. Et c'est les premiers qui vont nous permettre d'aller chercher ce déploiement à l'international qui est si nécessaire à notre économie. J'étais tout à l'heure sur la plateforme aéroportuaire de Roissy pour célébrer l'investissement de DHL qui va en France, enfin est en France, investir en Europe 170 millions investis à Roissy pour développer le business de la logistique avec besoin de avec les emplois à la clé, plusieurs centaines d'emplois à la clé. On ne peut pas imaginer une économie dynamique sans logistique et sans échanges internationaux. Et on ne peut pas se déployer à l'international si on n'a pas un outil pour le faire. Et cet outil-là, c'est l'outil de logistique, notamment DHL, et il y a bien sûr d'autres entreprises. Et je voulais, par ma présence, célébrer cet investissement étranger en France. La France, terre d'accueil d'investissement étranger. Voilà, c'était donc cette interview exclusive avec Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur. Donc vous avez entendu 250 millions pour booster l'économie, vous avez entendu donc comment. Alors bien sûr, ce seront des fonds français et puis surtout des fonds européens. On continue toujours avec Franck Riester, notre ministre chargé du commerce extérieur. Cette fois, ce sont les questions-réponses et la question que je lui ai posée, c'est à qui s'adresse-t-on si l'on veut se faire aider pour l'export ? Business France, c'est vraiment la porte d'entrée de Business France et les chambres de commerce et d'industrie. Mais vous savez que depuis maintenant 2 ans, se sont organisés tous ces acteurs partenaires de l'export des entreprises en équipe. C'est la Team France Export qui fonctionne très bien. Il y a des échanges en permanence. Donc une entreprise, si elle va avoir une chambre de commerce, la chambre de commerce va dire si vous avez tel besoin pour voir la Business France et vice versa. Il y a vraiment une fluidité dans l'information. En ce qui concerne spécifiquement les mesures du plan de relance export, elles vont être évidemment communiquées d'une façon très détaillée à tous ces partenaires-là et à travers eux aux entreprises pour qu'elles comprennent bien en quoi elles ont la possibilité de se faire aider, à la fois en termes de moyens supplémentaires pour le financement de leur prospection à l'étranger avec le chèque France Export, avec les moyens qu'on met dans ce qu'on appelle l'assurance prospection pour réduire là aussi le coût de projection à l'international, tout ce qu'on met en termes de financement de l'activité à l'international, tout ce qu'on met pour les jeunes, avec notamment 3000 VIE qui vont être financés pour les entreprises et les PME tout spécifiquement, parce qu'on est convaincu qu'une des clés pour le commerce extérieur de notre pays, c'est que nos jeunes se déploient à l'international dans un cadre d'un esprit de conquête si important en matière économique. Et pour ça, il faut qu'on leur permette à ces entreprises de pouvoir réduire le coût de ces volontaires internationaux en entreprise. Vous savez que dans le plan de relance, il y a toute une dimension importante, historique, pour les jeunes,
avec 6,5 milliards qui sont investis pour les jeunes, les contrats d'apprentissage, les contrats d'alternance, les aides aux premières embauches dans les entreprises, et pour la dimension internationale avec ces 3000 VIE, pour lesquels on va aller jusqu'à 5 000 € d'aide pour financer ces VIE par les entreprises. Alors vous avez aussi parlé de l'Afrique, comme quoi c'était le fer de lance de l'export pour vous dans le futur. Par contre, il y a des problèmes de financement pour les entreprises qui essaient d'exporter ou quelquefois du mal à se faire payer. Est-ce que ça suffit de se faire assurer? Écoutez, ça dépend des projets, ça dépend des produits, ça dépend de beaucoup de choses. Donc il faut avoir des outils qui sont les plus adaptables aussi, des outils de financement, d'implantation à l'étranger, d'assurance crédit s'il s'agit d'exportation de biens. Et donc on a toute une palette entre BPI France et Business France pour accompagner le mieux possible les entreprises. Et dans ce que je souhaite dans les mois qui viennent, c'est de pouvoir éventuellement adapter ces outils-là aux besoins des entreprises. Et s'il s'avère que X ou Y entreprise n'a pas l'information ou finalement ne coche pas toutes les cases qui sont demandées, et donc on verra s'il ne faut pas bouger ces critères-là, parce qu'on veut que ces 250 millions d'euros mobilisés dans le cadre du plan Relance Export soient mobilisés dans l'année et demie qui vient. Parce que les entreprises en ont besoin maintenant, et donc il faut que nous, on puisse adapter les critères à l'utilisation par les entreprises de ces moyens. Bon. Donc ça, c'était donc, vous avez bien compris, à ma question, à qui s'adresse-t-on si l'on veut se faire aider pour l'export? Eh bien, on s'adresse à Business France et aux chambres de commerce et d'industrie. Autre question pour Franck Riester, donc le ministre délégué chargé du commerce extérieur. Je vous rappelle que c'est une interview exclusive Barre de l'économie. C'est comment l'Europe peut-elle mieux se défendre face aux grandes puissances que sont les États-Unis ou la Chine? L'enjeu du moment, c'est de faire en sorte qu'à la fois on continue d'avoir cet esprit de conquête, mais qu'en même temps on soit beaucoup moins naïf dans la politique commerciale. C'est-à-dire qu'on se défend mieux par rapport à des pratiques déloyales d'un certain nombre de nos partenaires, qui défendent leurs intérêts, mais qui le défendent parfois en utilisant des méthodes qui sont déloyales, notamment évidemment ces grands États-continents que sont la Chine, les États-Unis, mais pas seulement. Et pour ça, il y a deux réponses à notre avis. D'abord, mieux se protéger, mieux se défendre, étant moins naïf en Europe. La France, seule, ne pourra pas lutter contre la puissance américaine, la puissance chinoise. On ne peut lutter que parce qu'on est rassemblés en tant qu'Européens, parce qu'on est dans l'Union européenne et qu'on est plus fort pour se protéger et mettre des conditions à avoir un commerce équitable, loyal, avec nos partenaires chinois et américains. C'est difficile parce qu'on est dans le moment où on met les pieds sur la table, on marque notre terrain. C'est difficile, mais il n'y a pas d'autre solution. Et donc ça passe par des renégociations ou des négociations d'accords de libre-échange plus équilibrés. Et puis deuxièmement, c'est de miser sur le multilatéral. C'est tout le projet du président de la République, et de dire oui, il faut mieux se défendre, nous, Européens, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, mais il faut qu'on ne se résigne pas à ce qu'il y ait une organisation du commerce international plus équilibrée et multilatérale. Et donc c'est tout ce que je fais actuellement avec mes collègues européens dans le cadre de la désignation du nouveau directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et ensuite dans la réforme de l'OMC, pour que les pratiques de non-ouverture de marchés publics de pays, alors que nous ouvrons nos marchés publics aux produits de ces pays-là, ça ne soit plus possible. Qu'on ne soit moins fragilisé quand, par exemple, une entreprise française ou européenne investit dans un pays comme la Chine, et puis que finalement, par des décisions d'État, ces investissements sont remis en cause pour X raisons, avec derrière des conséquences très lourdes pour nos compatriotes et pour nos investisseurs. De faire en sorte qu'il n'y ait pas de dumping environnemental, sanitaire, social, c'est-à-dire que les produits qui arrivent en France respectent les mêmes normes sanitaires, mêmes normes environnementales que les produits qui sont fabriqués en Europe. C'est essentiel. C'est essentiel pour la qualité de ce qu'on consomme, mais c'est aussi essentiel pour que nos entreprises ne soient pas dans une situation de concurrence déloyale. Et là, on a un exemple tout à fait emblématique en ce moment même, c'est la négociation pour le nouvel accord avec le Royaume-Uni, dans le cadre du Brexit.
Le Royaume-Uni, c'est un des grands partenaires de la France et de l'Europe. 8% des produits qui sont fabriqués en Europe sont exportés en Grande-Bretagne. Et 47% des produits qui sont fabriqués en Grande-Bretagne sont exportés dans l'Union européenne. Donc on voit bien que les enjeux sont beaucoup plus importants encore dans le cadre de l'accord Union européenne Royaume-Uni, pour le Royaume-Uni que pour l'Europe. Enfin, ça reste un partenaire majeur pour la France et pour l'Europe. Et donc nous devons faire en sorte que cet accord existe. Nous sommes convaincus qu'on a besoin d'avoir un accord, mais pas n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le Royaume-Uni vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire ne pas avoir les contraintes en n'étant plus dans l'Union européenne, mais en ayant par contre toujours le même accès au marché de l'Union européenne, sans avoir les contraintes qu'on oblige, qu'on fixe aux producteurs qui sont installés dans l'Union européenne. C'est difficile. Vous avez vu qu'on a Boris Johnson qui est toujours dans une forme de négociation à la dure, avec des coups de bluff, des coups de menton, etc. Mais il ne faut pas transiger, il faut être unis dans l'Union européenne. Il faut dire oui, on a envie d'échanger encore beaucoup avec le Royaume-Uni. Oui, on veut avoir un accord qui permette de faciliter les échanges. Mais non, on ne peut pas le faire à n'importe quel prix, parce que sinon c'est au détriment de nos entreprises, c'est au détriment de la croissance dans nos pays. Et ça, je crois que ça a été difficile à faire passer ce message-là chez un certain nombre de nos partenaires européens. Mais le président de la République, par son énergie, par sa capacité à convaincre ses partenaires, fait évoluer les esprits. Les Allemands sont bien évolués. Les Néerlandais, qui sont, vous savez, dans l'histoire des grands commerçants, et qui donc mettent avant tout les échanges, avant peut-être de réfléchir sur la production. Et même les Néerlandais sont en train de se rendre compte et partagent de plus en plus nos points de vue que nous devons être moins naïfs dans nos échanges commerciaux. Et nous sommes aussi déterminés, et ça c'est important pour l'avenir de nos économies, l'avenir de nos sociétés, c'est que ces échanges commerciaux internationaux sont nécessaires, mais ne doivent pas être au détriment non plus d'un certain nombre de valeurs auxquelles nous croyons, et notamment des valeurs européennes. La protection de l'environnement, le respect de l'individu, la qualité de ce que nous mangeons, c'est-à-dire la qualité de l'alimentation. Donc nous devons veiller à ce que dans ces accords internationaux, nous soyons moins naïfs pour nous protéger de pratiques déloyales, je viens d'en parler, mais aussi de nous assurer que les valeurs européennes sont respectées par les produits et les services qui sont fournis par nos partenaires commerciaux. C'est par exemple ce qui se passe dans la discussion aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler de l'accord CETA avec le Canada. On a besoin de développer nos échanges avec nos amis québécois, mais on ne peut pas le faire sans avoir de garantie que par exemple le bœuf qui est importé du Canada en France respecte bien tous les critères de qualité que nous imposons à nos producteurs français. Et c'est comme ça qu'on va essayer de continuer à faire évoluer le cadre de nos échanges internationaux pour qu'effectivement on se défende mieux par rapport aux grands ensembles qui nous concurrencent et qu'on respecte mieux dans les échanges ce à quoi nous croyons plus que tout, la protection de l'environnement, la qualité sanitaire, la qualité de l'alimentation, la protection des individus. Voilà, espérons donc, je rappelle tout d'abord que c'était Franck Riester, le ministre délégué au commerce extérieur, donc interview exclusive pour le bar de l'économie. Donc espérons effectivement que les Européens se défendent mieux dans les relations internationales. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Delmas et Francis Sac, vous qui êtes avec moi aujourd'hui en studio? Je rappelle que vous êtes gestionnaire de patrimoine pour votre propre entreprise, SD Patrimoine et Finances. Que pensez-vous des relations internationales, Thomas Sac? Écoutez, merci Florence de poser cette question extrêmement pertinente et vous l'avez très bien orientée en disant comment se défendre, parce que pour moi c'est un réel combat au niveau international. Bon, attention à ne pas se mettre à dos nos partenaires commerciaux. On l'a vu par le passé, il y a eu des menaces de surtaxation des produits français aux États-Unis, notamment il me semble que c'était le vin qui voulait surtaxer, etc. Le vin, les produits de luxe, enfin... Exactement. Bon, je pense qu'ils ne peuvent pas se passer de nos produits, mais bon, c'est toujours une petite menace qui fait son effet au niveau de l'économie française. Le ministre a raison, mais je pense qu'il ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il pense, pas de son raisonnement, parce que je pense qu'il a ce raisonnement, mais pas au bout de ce qu'il pense réellement. On peut lutter contre les États-Unis et la Chine, même la France seule. L'Europe est une force, mais je pense que la France peut prouver qu'elle est assez forte pour proposer ses produits à l'international, au même titre que la Chine et les États-Unis. Vous savez, lors de la création de l'Europe, les Américains disaient que l'Europe est un lion, et un lion ne peut dompter qu'en cage. Aujourd'hui, ils ont peut-être réussi à demi-mot ce qu'ils avaient entrepris à l'époque,
mais il y a une réelle prise de conscience au niveau national et le gouvernement sait qu'on ne peut plus laisser échapper nos talents. Je pense que c'est un réel problème en France. Nos talents fuient, partent à l'étranger parce qu'il y a beaucoup plus de recherche et développement, et c'est là le cœur de la bataille. Deuxièmement, ce qui est marquant dans le discours du ministre, et que je trouve très intéressant, c'est la priorité qui est donnée aux jeunes. C'est valorisant et gratifiant pour nous, comme tous les jeunes aujourd'hui français, et il faut absolument oser aller au bout de ces études et proposer ce service en France, et ne plus en tout cas chercher à fuir la France absolument. On a toutes nos chances ici. Effectivement, c'était l'objet au départ de cette rencontre, c'est de pousser les jeunes à faire des études à l'international pour pouvoir justement travailler dans des peut-être plus grosses entreprises, ou en tout cas parler plusieurs langues et pouvoir commercer, donc être au courant de ce qui se passe côté administratif, juridique et financier à l'international. Merci Thomas Delmas pour ce commentaire. Alors, on va tout de suite faire une première pause musicale, si vous voulez bien, et puis on se retrouve dans quelques secondes. Alors, on va faire à peu près 1 minute 50 de pause. On est toujours en direct là, j'imagine. On est toujours en direct. C'est dur d'enchaîner, de ne pas s'arrêter. C'est pas comme en clientèle. Non, c'est totalement différent. C'est dur pour qui ? Pour nous. Pas vous avez l'habitude. De toute façon, si j'ai envie de vous interrompre, je vous verrai, je vous fais un petit signe. Mais en général, je ne coupe pas la parole. Il faut essayer de faire plus concis. Parce que non, c'était très bien. Il faut être détendu. J'ai une langue beaucoup plus peut-être. Il faut dire ce que, ici, dans cette émission, vous dites ce que vous avez à dire. Et si vous n'avez pas assez dit de choses, vous reviendrez. Plaisir. Donc il reste un petit peu d'interview du ministre, c'est ça? Non, là maintenant, on va passer au président de la CCI. Prenez la parole, c'est pas vous. T'as dit bonjour, c'est bon? Même pas. Non, puisque je n'avais pas l'autorisation de la présenter, moi, je respecte. Hein. Pour qui? Pourquoi? On n'a pas dit qu'on appelait bonjour. Ah, ok. C'est-à-dire, si je la présente, il faut qu'elle prenne la parole. Sinon. Ouais, c'est dur. C'est bien. Intéressant son discours. Mais bon. Dans les faits. Mais bon, quoi? Dans les faits, quoi? Les faits, je pense pas que ça va aller. Ah bon? C'est intéressant. Mais on réinjecte beaucoup trop d'argent dans l'économie. Il va falloir repayer tout ça. Donc, Pour vous, on réinjecte. Ah bon? moi, personnellement, j'en ai pas profité dans ma structure, mais les gros groupes bénéficient trop de ces aides-là. Et le rendre, ça va être difficile. Parce qu'il faut le rendre par la production française. Et ça coûte beaucoup plus cher. Donc, bon courage. Ah bah c'est, comme je dis souvent, ça n'est pas un long fleuve tranquille d'être chef d'entreprise. Ah, non. Oui, on y retourne. Nous voici de retour au bar de l'économie. Allez, c'était des petites respirations musicales. C'était Brian Ferry, vous avez reconnu avec Don't Stop Now. Alors, on continue notre interview. Toujours rencontre cette fois à Gessia, l'école qui est basée à Enghien-les-Bains, parce qu'il y a une nouvelle directrice que je recevrai d'ailleurs prochainement à ce micro. Et en attendant, j'ai pu interviewer Didier Kligne, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, qui nous dit que ce n'est pas un plan à 100 milliards, mais à 200 milliards, et il nous explique comment. Parce que si les 100 milliards fonctionnent bien, permettent aux entreprises de retrouver leur niveau naturel d'activité, alors ça veut dire que l'épargne qui s'est accumulée depuis le 15 mars, qui est comprise entre 75 et 100 milliards à peu près, retrouvera un niveau de confiance tel que chacune et chacun d'entre nous pourra désormais retrouver le chemin de la consommation, et donc c'est l'économie dans son ensemble qui en bénéficiera. Deuxième minute, c'est pour parler de l'enseignement à la Chambre de commerce. Vous connaissez bien sûr le réseau consulaire, vous connaissez la Chambre de commerce Paris-Île-de-France. Pour nous, l'enseignement, c'est une de nos activités très importantes. Ce n'est pas la seule, mais c'est une activité majeure. Nous avons aujourd'hui 19 écoles que nous allons regrouper dans des filières au 1er janvier 2021, dont les 3 grandes écoles de management, dont la filière qui nous accueille aujourd'hui, plus 3 écoles à l'étranger.
Ça aussi, ça fait partie du soutien à l'exportation en Afrique du Sud, au Liban et au Vietnam. Et les écoles implantées sur les territoires ont elles-mêmes souvent des implantations à l'étranger. Par exemple, l'ESSEC, que vous avez fréquenté, a une implantation au Maroc et à Singapour, et chacune d'entre elles peut décliner ainsi tous les efforts accomplis pour que les jeunes, que les apprenants ou les adultes qui viennent en formation continue puissent bénéficier de cette ouverture. Ça participe de notre effort d'accompagnement des entreprises pour aller à l'étranger. La rentrée est un peu compliquée, notamment pour l'apprentissage. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a globalement une bonne attractivité auprès des apprentis. Ils viennent en nombre. Et de ce point de vue, la réforme qui a été engagée en septembre 2018 peut être considérée comme un succès. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que ces apprentis doivent trouver des entreprises. Sur la filière, on disait tout à l'heure, Madame la directrice, c'est 4000 apprentis. Aujourd'hui, il reste 1000 apprentis qui doivent trouver une entreprise. Donc le pourcentage de placement est inférieur à celui qu'on avait l'année dernière à la même époque. Mais on a bon espoir, grâce à l'action toujours très diligente, notamment des élus locaux et de Pierre Cuchet, je le rappelle, de pouvoir trouver pour ces étudiants des entreprises qui accepteront de les accueillir. On a vu les efforts des pouvoirs publics en termes de coûts. C'est peu onéreux pour une entreprise. Par contre, il faut que dans l'entreprise, il puisse y avoir une démarche qui soit telle que regarder le cas des paiements, c'est bien, retrouver un bon niveau de trésorerie, c'est parfait, et en même temps, il faut construire l'avenir, et donc il faut investir sur des jeunes qui vont à cette occasion pouvoir s'insérer dans le milieu social. Troisième élément peut-être sur cette école, bien, vous en parleriez sûrement infiniment mieux que moi. C'est une école qui est tournée vers l'international. C'est une école qui forme au middle management. Et le middle management ne se conçoit pas aujourd'hui sans qu'il y ait cette ouverture sur l'international. Donc il y a un certain nombre de cursus qui sont prévus à cet égard. Et ceci doit participer à l'effort de relance. Aujourd'hui, on voit bien que l'économie finalement se porte globalement pas si mal que ça. On est même surpris par les chiffres meilleurs que ce qu'on craignait. Il y a simplement deux verrous qui aujourd'hui font ça, qu'est-ce qu'on retrouve à niveau normal d'activité. Le premier, vous le savez bien, c'est tout le secteur du tourisme, de l'événementiel. La Chambre de commerce souffre notamment, nous ne sommes pas les seuls, mais nous souffrons sur l'événementiel. Villepinte, on l'a fermé pour le moment. Hein. La porte de Versailles n'a pas la jauge, et vous avez vu, on a dû annoncer hier par exemple le report de 2021 de la foire de Paris ou de la foire d'automne, la FIAC qui est reportée, tous les événements sont reportés jusqu'à la fin de l'année. L'activité sera difficile dans ce secteur. Mais par ailleurs, sur le deuxième verrou qui nous interdit de retrouver un niveau normal d'activité, c'est le commerce extérieur. La baisse de 25%, si les chiffres globaux sont à peu près exacts dans ma mémoire, 25%, et là il y a matière à reprendre une activité normale, dans un contexte qui est compliqué parce qu'on sent bien la petite musique de l'environnement qui nous dit est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que c'est important le commerce mondial? Est-ce que chacun ne doit pas se replier? Nous sommes convaincus que le repliement c'est une mauvaise solution. Nous sommes convaincus que dans le commerce extérieur, il y a deux éléments. Bien sûr, il y a l'élément qui fait des affaires, bien sûr, c'est du commerce. Mais en même temps, c'est aller à la rencontre d'une autre culture, d'une autre civilisation. Et on pense que ça participe du fait que nous sommes des citoyens de l'univers et on a besoin de se retrouver à cette occasion. Peut-être est-ce qu'on voyagera différemment demain, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que s'il n'y a pas ce partage de connaissances et de richesses, ce serait un appauvrissement pour chacune et chacun d'entre nous. Et à sa dimension, cette très belle école, cette très belle filière que vous dirigez, participe, je pense, à ce mouvement. C'était donc Didier Kling, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, en interview exclusive pour le bar de l'économie que j'ai rencontré à l'école GESIA, une école de middle management qui est basée à Enghien à l'occasion de la nomination de sa nouvelle directrice que je recevrai prochainement à ce micro. Alors vous avez entendu, les Français ont beaucoup épargné pendant la période Covid, qui n'est pas finie bien sûr, et doivent consommer. Les 19 écoles de la CCI vont être regroupées en 3 filières et on recherche toujours 1000 entreprises pour 1000 apprentis.
Pierre Cuchely, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, doit s'y atteler d'ailleurs. C'est encore une charge supplémentaire pour la Chambre de commerce du Val d'Oise. Et l'économie, finalement, française en tout cas, ne se porte pas si mal que ça. Tout le monde est un petit peu étonné des chiffres. Alors, aujourd'hui, je reçois Thomas Delmas et Francis Sac, patron de SD Patrimoine et Finances. Francis Sac, vous aussi recherchez des apprentis ? Ah oui, surtout en ce moment, parce que... Alors pardon, je m'approche du micro. Donc oui, surtout en ce moment parce qu'on en a besoin, parce que justement notre business se porte bien et que ça nous tient à cœur d'aider des jeunes qui veulent éventuellement se former dans la gestion de patrimoine. Alors qu'est-ce que vous demandez comme formation ? Est-ce que vous prenez dès le bac ou est-ce qu'il faut déjà avoir une année ou deux de formation ? On préférait prendre directement des gens diplômés de la gestion de patrimoine. Par contre, on n'est pas du tout fermé à l'apprentissage. Donc ça peut être du secteur de l'assurance, ça peut être du secteur de l'immobilier, puis orienter, s'ils continuent des études dans la gestion de patrimoine, et à ce moment-là, leur proposer un CDI qui leur plaira sûrement. Si évidemment tout se passe bien la première Si année d'apprentissage. Et si ça leur plaît. Alors l'avantage, c'est que vous êtes basé en Val d'Oise, à Saint-Brice-sous-Forêt. C'est ça. Comment fait-on pour vous joindre si on est intéressé par le contrat d'apprenti que vous voulez bien signer ? Alors, on communique nos 06. Bon, on va pas faire les garçons faciles. On les laissera sur le site SD Patrimoine et Finances. On va sur le site internet et on Sur vous le site contacte. internet, il y a nos numéros, il y a nos adresses mail. Et on est très réactifs. Donc, dès qu'on reçoit un mail, dès qu'on reçoit un appel, dans les 48 heures, et même généralement dans les 24 heures, on donne une réponse. À la suite de ça, si on répond aux besoins, on fixe un rendez-vous physique qui peut se faire soit sur leur domicile, soit sur leur lieu de travail s'ils ont la possibilité de le faire, parce qu'avec la crise sanitaire c'est un peu plus compliqué, ou bien on peut les recevoir, on a des annexes à Paris et on a aussi notre siège social qui se trouve à Saint-Brice-sous-Forêt au 9 boulevard de la Gare. Et donc on peut vous rencontrer partout. Vous dites que vous mettez des mesures spéciales Covid pour parler aux candidats, comment faites-vous ? Tout simplement on a nos gels qui sont avec nous et puis on porte des masques. On n'a pas la combinaison qu'on peut regarder dans les films, mais le masque obligatoire. Le masque est obligatoire. Alors on va continuer si vous voulez bien avec vous, Francis Sac. Vous êtes tout jeune, tous les deux, vous êtes deux associés, vous êtes tout jeunes. Pourquoi, comment avez-vous eu l'idée de créer justement cette entreprise qui s'appelle SD Patrimoine et Finances ? Je veux sûrement vous dire que ça a été rempli d'opportunités. Moi j'ai un cursus qui est axé sur l'immobilier et spécialisé en gestion de patrimoine. Ça s'est fait par le plus grand des hasards. Quand j'étais au lycée, je me disais pas que j'allais devenir gestionnaire de patrimoine. Mais c'est un métier qui m'a vite plu parce que c'est un métier où on vit un système qui est de plus en plus compliqué. Et malheureusement, ça ne se facilite pas dans le temps parce que le jargon financier, le jargon immobilier n'est pas forcément un jargon courant. Et du coup, au fur et à mesure de mes études, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Et dans l'idée, c'est que aussi, je ne vais pas vous mentir, c'est que je voulais créer ma propre richesse. Et dans ce métier, on crée sa propre richesse, sans forcément... Donc vous aviez un esprit d'indépendance, c'est ça qui vous motive dès le départ. J'ai été baigné vous avez dedans. recherché finalement des postes. Quand vous étiez, j'imagine que vous avez fait votre bac. Oui. Donc quand vous étiez en terminale, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire ou vous n'aviez pas d'idée ? Comment ça s'est passé ? Alors je vais vous dire la vérité. Oui. J'ai passé un coup de fil à mon grand frère, qui est le doyen de la famille, et je lui ai dit qu'est-ce que je fais ? Alors lui m'a répondu l'immobilier ou la banque. Il a combien de différence avec vous ? Il a une quinzaine d'années de plus que moi. Donc l'immobilier ou la banque, moi je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et puis je me dis les banques c'est un peu compliqué parce que j'ai pas l'habitude d'envoyer des CV, recevoir des réponses d'entretien. Du coup je me suis orienté vers l'immobilier, une agence immobilière classique où j'ai fait de l'alternance. Ça m'a beaucoup plu, mais j'ai vite... vous avez tout de suite fait vos études en alternance. J'ai commencé en fait à travailler depuis que j'ai 16 ans. Vacances scolaires, et puis après, une fois que j'ai fait mon bac, j'ai fait l'insertion en alternance. J'ai fait de l'immobilier, très rapidement j'ai changé, je suis rentré en gestion de patrimoine, toujours en alternance. Donc j'ai profité de ce produit qui est vraiment un produit très simple, parce que ça m'a fait... je me suis rendu compte que l'école me plaisait en fait au final. Parce que tous les jours être assis sur une chaise et face à un professeur, c'était dur quand j'étais au lycée, mais quand je suis rentré en alternance, c'était totalement différent. J'avais envie d'y aller, je voulais apprendre. Je voulais surtout donner un vrai conseil à mes clients, c'était mon objectif ultime. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais, et ça me plaît. Alors vous avez travaillé combien de temps pour d'autres patrons, j'allais dire, avant de devenir votre propre maître ? J'ai fait 2 ans et demi pour un patron, j'ai fait l'équivalent de 7 ans pour un autre patron. Et puis après, je me suis lancé à mon compte.
Donc voilà, donc on va dire 10 ans de travail à l'extérieur avant de lancer votre propre entreprise, Exactement. donc SD Patrimoine. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que l'objet d'être gestionnaire de patrimoine? Bien, en fait, c'est un conseiller sur mesure. C'est comme quand une femme veut faire sa robe, qu'elle arrive à un certain niveau. Moi, c'est pareil, sauf que ça regroupe tout ce qui est juridique, immobilier, fiscal, financier, économique, social, mais pas seulement. Il y a l'ingénierie pré-bancaire qu'on met souvent de côté et il y a l'aspect retraite qui est un point essentiel. J'attire votre attention là-dessus parce que je ne suis pas sûr que j'aurai quelque chose, moi, quand je serai retraité. Donc, c'est important. Vous pensez que pour vous, il n'y aura plus de retraite, hein? En toute honnêteté, je préfère penser ça. Comme ça, s'il y en a une, c'est la cerise sur le gâteau et je suis content. Donc ça vous oblige à épargner ou à prendre des contrats spécifiques, c'est ça que vous Alors, proposez à vos clients? Je dis souvent qu'il faut diversifier pour mieux régner. Alors oui, j'épargne pour ma retraite, mais pas seulement, j'investis dans des valeurs nobles telles que l'immobilier. Et quand on maîtrise l'immobilier, c'est vraiment très très facile. Maintenant, il faut juste être bien accompagné. Moi, j'ai la chance d'avoir un cabinet qui est complet parce qu'on propose donc tout ce qui est lié à la gestion de patrimoine. Donc ça va de la finance à l'immobilier, en passant par la gestion locative, l'ingénierie pré-bancaire. Et du coup, eh bien, on peut répondre à toutes les questions. Et ce qui est bien, c'est qu'on descend juste d'un étage pour avoir la réponse, puisque c'est un centre d'entrepreneurs où on est installé, qu'on a créé avec Thomas Delmas. Donc ça, on va reparler de votre création à tous les deux. Revenons à ce que vous venez de dire sur l'investissement immobilier. Ce que vous proposez à vos clients, c'est d'investir dans des biens immobiliers en dur ou bien c'est de prendre des participations dans des SICAV, dans des groupes d'actions, dans des fonds d'investissement? Comment ça se passe? Alors ça m'arrive de proposer dans les fonds d'investissement, dans les SICAV, mais je ne vais pas vous mentir, c'est très rare. J'aime ma liberté, donc je préfère directement proposer à mes clients d'investir dans le dur, qu'ils soient libres de leur choix de l'habiter, de le louer ou de le revendre, ou même de le donner à un de leurs enfants. Donc le fait d'être dans une société ou dans un fonds, c'est un peu plus contraignant parce qu'il y a des règles à respecter. Et puis je me dis que comme la conjoncture au niveau des taux est vraiment bas, bon, elle s'est un peu musclée là récemment, mais ça vaut le coup de se lancer, quoi. Ça vaut le coup de se lancer. Alors du coup, vous êtes associé il y a 1 an avec Thomas Assac. Thomas Delmas. Thomas Delmas, pardon. Donc, Je sais qu'il veut porter mon nom de famille, mais bon, c'est pas mon nom encore. non, je confonds les deux noms de famille, excusez-moi. L'association a des limites. Hein. Voilà. Thomas Delmas, donc vous, c'est plutôt orienté dans la finance. Donc quand vous voyez un client, vous voyez un client tous les deux, ou bien c'est chacun, et puis selon l'objectif du client, vous orientez ou dans la finance ou dans l'immobilier. Comment ça se passe? Alors c'est une bonne question. Ça s'est fait très naturellement entre Francis et moi. Bon, pas encore de mariage en vue, mais l'association a été très naturelle. C'est-à-dire que on a fait le même boulot pendant 5 ans ensemble chez notre ancien patron, 4 ans et demi on va dire. Puis on s'est développé des compétences complémentaires, c'est-à-dire qu'on est tous les deux capables de gérer un client et de conseiller comme il faut dans tous les domaines. Néanmoins, c'est vrai qu'on a des appétences particulières. Moi, plutôt en finance, Francis plus en immobilier. Mais c'est vrai qu'on partage tellement de temps et tellement de connaissances qu'à vrai dire, même moi, par exemple, qui ai fait des études de droit, je suis sûr que Francis en connaît tout autant que moi aujourd'hui. On en parle tellement, on essaie tellement de bien conseiller nos clients. Ils arrivent de rester jusqu'à 22-23 heures au bureau pour traiter un dossier qui, normalement, ne prendrait qu'une demi-heure. Mais c'est juste qu'on aime faire les choses comme il faut et dans les règles. Alors en finance, on a entendu tout à l'heure Franck Riester, et puis on avait déjà entendu le gouvernement dire aux Français d'investir un petit peu dans les entreprises. Vous, au niveau finance, j'imagine que vous travaillez avec des partenaires, hein? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors nous travaillons avec des compagnies d'assurance principalement. Ce que le ministre dit, c'est d'investir directement dans les PME. Je ne vous cache pas que nous, à titre privé, nous avons investi dans des sociétés, dans des PME, etc. Mais nos clients, on les oriente plus vers la finance pure, c'est-à-dire que on va permettre de... Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant concernant la retraite, notamment, par exemple. On incite à capitaliser, c'est-à-dire qu'on est en train de basculer dans un système de retraite par capitalisation, comme c'est le cas aux États-Unis ou en Suisse notamment. Et préparer sa retraite aujourd'hui, ça passe pas par, comme nos ancêtres, mettre de l'argent sous le coussin. Ça n'existe plus, c'est plus possible. Et de ce fait, on oriente vers des placements type plan d'épargne retraite, qui est un plan sur lequel nous pouvons placer mensuellement ou de manière unique. Néanmoins, la résultante est toujours la même. Nous plaçons sur des actions, sur des SICAV, sur des FCP, sur des OPCVM, donc ça reste du placement financier, quoi qu'il en soit. Quelles sont les rentabilités, Thomas Delmas, que l'on peut obtenir?
puisqu'on critique quand même souvent les assurances en disant qu'on ne peut pas dépasser 3 voire 4%. Qu'est-ce que vous en Vous me pensez? faites plaisir de poser cette question parce qu'il y avait un point que je voulais absolument aborder concernant l'épargne des Français. La rentabilité est très souvent en fonction du risque. Au-delà du risque, nous, on prend en considération l'horizon de placement. L'horizon de placement est très important. Que vous ayez 20 ans ou 50 ans, c'est une gestion totalement différente. Majoritairement, on va dire sur les 2 années, puis les 5 qu'on a d'expérience dans notre ancien cabinet, on est aux alentours de 6 à 9% de rentabilité annuelle, ce qui est tout à fait raisonnable. Par contre, il ne faut pas chercher la rentabilité à tout prix. On vient de voir avec une grosse sanction qui a été, enfin une règle qui a été imposée par l'AMF, ils ont gelé les avoirs d'H2O, une filiale de Natixis, pour manquement justement à cette ultra-protection de l'épargnant aujourd'hui en France. Ils n'avaient pas respecté la part d'actifs illiquides dans leurs fonds, de ce fait ils ont gelé 8 fonds. Ça peut paraître anodin. Alors ça veut dire quoi quand on dit geler des fonds pour le Français qui en détient? Et ben, c'est la pire crainte des Ça veut épargnants. dire qu'il ne peut pas récupérer son argent? Effectivement, les fonds sont gelés. L'arbitrage, le rachat, le retrait sont totalement gelés pendant une durée indéterminée en principe. Là, en l'occurrence, c'était 4 semaines. Néanmoins, depuis la loi Sapin 2, depuis 2016, il me semble, il y a ce nouvel outil de sécurisation de la finance qui est le gel de retrait. Et c'est vraiment une crainte pour les épargnants aujourd'hui d'être délestés de ce qu'on a mis et de ce pourquoi, en tout cas, on a travaillé très difficilement. Alors revenons à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez dit qu'en ce moment, on peut obtenir entre 6 à 9%. Est-ce que c'est garanti ou est-ce que c'est un taux non garanti, ces taux-là? Alors, de retour, j'allais dire, sur investissement. Non, alors c'est des fonds assez particuliers, ceux que je nommais en l'occurrence, ce qu'on appelle les unités de compte structurées. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais il s'agit de fonds pour lesquels on a un véritable engouement actuellement. Pourquoi? Parce que à la fois ça allie la rentabilité qui est certaine, parce qu'elle est prédéterminée, fixée par le fonds. Tout à fait. Et à côté de ça, on bénéficie d'une garantie en capital extrêmement importante et extrêmement intéressante dans ces conditions financières. Et là, ça veut dire qu'il faut investir combien et combien de temps? Alors, il n'y a pas de minimum, je vais laisser Francis répondre à ça, mais notre panel de clients est extrêmement vaste. Francis, je te laisse la parole. On parle souvent chez nous de gestion de patrimoine pour tous. Il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de grands clients. Ce qu'on veut, c'est aider notre prochain. Alors ça fait un peu aiguiste ce que je suis en train de vous dire. C'était ma question suivante. À qui c'était destiné? Est-ce qu'il fallait beaucoup de capital? Pas vraiment. En fait, nous, ce qui nous fait rêver, c'est quand on aide à construire la richesse ou quand on protège un foyer. Il y a quelqu'un qui vient nous voir qui n'a rien fait et qui me dit, voilà Francis, j'ai cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, si on le fait avec lui, à ce moment-là, c'est notre plus grand plaisir et surtout, on va bien le faire. On va le sécuriser, on va répondre à toutes ces questions. Assuré parce que c'est un domaine qui est encore inconnu pour lui et à la suite de ça, en règle générale, ça lui plaît et donc on fonce. Non mais ça d'accord, mais ça c'est du langage, j'allais dire, pour arrondir les angles. Concrètement, on peut investir à partir de combien? Pour investir à partir de, vous placez un placement de 100 € par mois, vous pouvez investir. Vous pouvez placer 2 000 € sur un contrat, vous pouvez investir tout comme vous pouvez placer 200 000 €, 300, voire même 10 000 €. Oui, il n'y a pas de limite, ça on imagine bien. Il n'y a pas de limite. Mais à partir de 100 € par mois, on peut déjà quand même commencer à bénéficier de ce que donc, vous avez dit tout à l'heure, Thomas Delmas, c'est-à-dire entre 6 à 9% de retour sur investissement. Thomas Delmas. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi à soulever, et Francis en est le témoin, et c'est même par lui que je l'ai appris. Il n'y a pas de petits clients. Ce que vous dites, c'est est-ce qu'on sectorise, est-ce qu'on prend des gros clients, des petits clients? Pas du tout. Pas du tout, du tout. J'ai eu une expérience par le passé qui est vraiment l'exemple qu'on veut suivre. J'ai rencontré un petit client entre parenthèses, c'était un petit placement de 100 € par mois, et puis il m'appelait assez régulièrement. Moi, par conscience professionnelle et un petit peu par compassion, j'allais le voir parce qu'il était dans une situation un peu difficile. Je l'ai aidé à surmonter sa peine dans son divorce, etc. Et il m'a passé un coup de fil cet été. Il m'a dit, Thomas, écoute, faut qu'on se voit parce que voilà, j'ai un petit souci, j'ai reçu 2 millions d'euros et puis je ne sais pas quoi en faire. Donc il n'y a pas de petits clients et nous, on est là en tout cas pour aider à construire
s'il y a à construire, on est là dans chaque étape de la vie, mais on est surtout là pour tout le monde. Et la gestion de patrimoine pour tous, c'est pas qu'une facette, c'est réellement un état d'esprit de notre société. Alors, justement, vous parlez de gens qui ont des petits investissements ou voire des gros. Si on a un souci, par exemple, on décide qu'on prend un contrat, je dis n'importe quoi, je reprends votre client à 100 € par mois, mais qu'il a un problème, puisqu'en ce moment, enfin, on s'attend quand même à une crise économique et à ce que certains perdent leur emploi. Est-ce qu'on peut arrêter les contrats qu'on a souscrits? Totalement. C'est très, très, très souple. Et ça, c'est vraiment un point d'honneur, il faut le dire. Tous les placements qu'on fait, on les explique correctement. Et puis s'il y a la moindre difficulté, encore une fois, on est là pour aider nos clients. On les arrête, on les récupère et on fait en sorte qu'ils soient à leur disposition. Et donc, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de minimum je pour... tiens à apporter une petite particularité. Tout à l'heure, Thomas a parlé de placements entre 6 et 9%. Pour ces placements-là, on parlera de prime unique, de versement unique. D'accord ? Pour tout ce qui est 100 € par mois, c'est une autre stratégie. D'autres types de Voilà. placements. D'autres types de placements, ça peut être des OPCVM, des SICAV. Et alors là, on est à quel taux de rentabilité? En toute Francis réalité, on peut atteindre, je vais prendre très très large, d'accord? Comme ça, moi, je ne vais pas dire de bêtises, entre 3 à 6, des fois même à 7% annuel. Ça va dépendre des fonds boursiers auxquels on va souscrire, ça va dépendre encore une fois, comme a dit Thomas, de l'horizon de placement. Parce que si l'horizon de placement est très long, on peut se permettre de prendre un peu de risque. Si c'est très court, non. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de rentabilité. Il n'y a pas des magiciens. Thomas Delmas. Si je puis me permettre, tout à l'heure, je voulais arriver à la fin de mon raisonnement sur la recherche de rentabilité à tout prix. Ce n'est pas du tout notre cheval de bataille. Et aujourd'hui, on le combat. Et je pense que ça va servir de leçon, ce gel des avoirs d'H2O par l'AMF, pour la simple et bonne raison que les conseillers en gestion de patrimoine, pour se démarquer, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, la concurrence est très féroce dans le domaine, et puis bon, les pratiques ne sont pas toujours très légales, mais bon, et du coup, ils allaient vers ces placements-là, tout en sachant que c'était extrêmement risqué. Le risque sur ces placements-là est de l'ordre de 6 sur 7 dans les notations. Mais simplement pour se faire bien voir de leurs clients. Nous, on n'est pas du tout dans cette stratégie-là. On a souscrit à ces fonds-là, H2O, mais de manière extrêmement infime pour chercher justement la diversification nécessaire. Ce n'est pas un produit de placement. On ne peut pas placer... Aujourd'hui, c'est une hérésie. Il y a 1% des placements, enfin de l'épargne en assurance vie des Français qui est placée sur H2O. Mais c'est énormissime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment 20 milliards d'euros qui sont gelés. 20 milliards d'euros des Français indisponibles. Pas si on s'en rend compte, ça ne fait pas de bruit, mais c'est extrêmement grave. Bien sûr. Et justement, pour vous, j'imagine, comment repérer un bon gestionnaire parce qu'il faut être irréprochable dans votre profession. C'est pas évident pour le Français, tout un chacun qui vient taper à votre porte. C'est vrai, vous n'avez pas tort. Je pense que pour repérer un bon gestionnaire, il faut le sentir disponible, à l'écoute, bienveillant, c'est très important. Et vous savez, quand moi je vais voir un client, c'est propre à moi-même. Hein. Je ne recherche pas à signer un contrat. Je ne recherche pas le placement, je ne recherche pas à faire de l'immobilier. Je recherche surtout à répondre à son besoin. Si c'est de la retraite, si c'est de la protection familiale, si c'est juste protéger ses enfants, parce qu'on a des droits de succession, et ça, personne n'en parle, et personne ne veut en parler, puisque ça fait mal. Hein. Payer, ça fait toujours mal. Donc du coup, l'idée c'est de proposer en fonction de ce que lui, il souhaite, mais en aucun cas le dire, il faut absolument signer ce contrat-là. On est des pédagogues, j'ai envie de dire, et au final, si le client adhère à la solution, s'il sent qu'il est disponible, s'il sent qu'il est bienveillant et qu'il y a une bonne logique derrière tout ça, il peut y aller, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez démarré votre structure il y a maintenant presque 2 ans. Malgré tout, vous arrivez en plein milieu gilet jaune, coronavirus. Est-ce que ça a eu une incidence pour vous? Est-ce que votre volant d'affaires s'est effondré ou bien au contraire, est-ce que on a regardé les gens de Rocky, de Bruce Lee, donc on n'a aucune crainte aujourd'hui. Est-ce que les gens ont fait appel à vous même pendant toutes ces périodes? Ceux qui sont clients chez nous ont fait appel à nous, oui, parce qu'il y avait d'excellentes opportunités en termes de placement. Cette crise sanitaire a touché la bourse, et pas n'importe comment. On a eu quasiment une perte, je vais agrandir, de jusqu'à 50%. Et c'était intéressant d'investir quand c'est bas comme ça. Ensuite, donc là, en ce moment, la bourse remonte? La bourse a bien remonté. Elle était passée à 3700 points de mémoire. Là, aujourd'hui, on est à 5000 points. Ce qui est rare. Quand on a eu une baisse, ça prenait toujours beaucoup de temps avant d'augmenter
à ces points-là. Et aujourd'hui, je pars du principe qu'elle s'est expliquée cette crise-là. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse montée. On n'a pas atteint le niveau du 18 février où on était à plus de 6000 points. Mais on est déjà bien remonté. On est très, très Alors, bien remonté. vous êtes installé à Saint-Brice, je rappelle, donc dans ce secteur et dans ce secteur de clientèle, les gens sont venus et font confiance à l'investissement en bourse. Oui. Oui, donc les gens ont saisi des opportunités. Merci Francis Sac. Thomas Delmas. Ils font confiance. Ce que vous dites, c'est important parce que faire confiance, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire que si je propose un produit boursier, j'ose imaginer que mes clients vont réfléchir à 2 fois avant de le faire. On ne fait pas de bourse pure. Notre produit principal en termes de placement en CGP, conseil en gestion de patrimoine, c'est l'assurance vie. C'est le support principal. Et à l'intérieur, c'est assez particulier. Ça me fait penser un peu au cours de formation qu'on donne, Francis et moi, lorsqu'on recrute. L'assurance vie est un hybride entre actions et obligations. Ce n'est pas purement des actions. On n'est pas exposé en tout cas au risque du marché. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout bête, des fonds profilés prudents, on va dire. Lorsqu'il y a une chute de 15% sur les marchés financiers, en répercussion, on va être à -2 ou -3. Donc on choisit notre volatilité, on choisit la baisse ou la hausse à laquelle on s'expose. Et tout ça, je tiens à préciser, on le prend en compte en fonction du profil investisseur de nos clients. Lors de notre rencontre, on établit toujours un profil investisseur, un bilan patrimonial. On ne fait pas n'importe quoi, on ne propose pas une stratégie globale à tous nos clients. Alors Thomas Delmas, Francis Sac, je rappelle que vous dirigez SD Patrimoine et Finances. Vous avez parlé donc d'investissement immobilier ou d'investissement financier. Avec qui sont vos partenaires, que ce soit en immobilier? Est-ce que vous prenez des courtiers en crédit? Est-ce que vous passez directement avec des banques? On a vu qu'il y a des banques qui ont gelé les investissements immobiliers. Je pense notamment à la Caisse d'épargne par exemple, et puis à d'autres. C'est bien ça? J'arrive pas à comprendre cette décision. Est-ce que vous pouvez confirmer quelles sont les banques avec lesquelles on ne peut plus ou avec lesquelles on peut travailler pour le moment en investissement immobilier? Ce qui immobilier? s'est passé il y a quelques temps en arrière, vous confirmez qu'aujourd'hui c'est toujours le cas? Je ne sais pas parce que c'est pas mon métier. On travaille effectivement avec des partenaires qui eux font que ça. On appelle courtier aujourd'hui. On travaille avec des grosses enseignes, même si on va favoriser aussi la personne, encore une fois pour des questions de valeur et de défense pour de l'intérêt de nos clients. La caisse d'épargne, avant la crise sanitaire, franchement, c'était magnifique. On se faisait financer tout sans exception. Crise sanitaire arrive, plus rien. Silence radio. Pourquoi? Je demande pourquoi ça se passe comme ça. Est-ce qu'il y a une question de risque? Est-ce que c'est une politique intérieure de ne pas vouloir faire de crédit? Parce qu'on entend souvent les banquiers dire qu'ils ne gagnent pas d'argent avec les taux d'emprunt. Dans ce cas, comment ils font pour vivre? Alors j'ai vu ma petite réponse, les cartes bleues ça coûte de l'argent, les frais de tenue de compte ça coûte de l'argent, mais j'ai pas compris leur décision là-dessus. Heureusement, on a d'autres banques. J'ai des dossiers qui sortent juste auprès de la BNP, qui eux permettent à ces Français qui travaillent dur de s'enrichir via l'immobilier sans que ça les dérange dans la vie de tous les jours. On a d'autres banques aussi qui sont un peu plus spécialisées mais coûtent un peu plus cher, comme le CFCL, qui suivent toujours ces règles. Mais le Haut Conseil de stabilité financière a soumis des règles à toutes les banques et ça commence à devenir impossible. Et donc ça a taré, c'est ça qui a taré les offres de crédit, vous dites? Exactement. À l'époque, c'est simple, certaines banques réfléchissaient avec le reste à vivre. Quelqu'un qui gagnait très très bien sa vie, on ne respectait pas les 33%, on pouvait aller au-delà. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, si cette personne redépose son dossier à la banque, ce sera 33% et rien d'autre. Il y a même des calculs qui se font avec l'impôt qu'on paye, l'impôt sur le revenu qu'on paye. J'arrive pas à comprendre. D'accord. Alors maintenant, on fait des calculs avec l'impôt qu'on paye pour être sûr de s'assurer qu'il reste bien, qu'on ne dépasse pas les 30% ou les 33%. C'est ça. De manière à avoir suffisamment de reste à vivre. C'est ça que vous dites? C'est exactement ça. C'est les informations que j'ai eues. Donc en ce moment, c'est plus dur d'obtenir un crédit ou est-ce que on commence puisque je suppose aussi que les banques se sont focalisées sur les entreprises avec la crise Covid. Donc est-ce qu'aujourd'hui, côté immobilier, on recommence à avoir un petit peu de souffle? On a un petit souffle, mais plus dans les mêmes conditions. C'est plus douloureux pour le client qui veut acheter, mais s'il ne fait pas ça, il ne fait rien, du coup il perd de l'argent. Thomas Delmas. Il ne faut pas oublier que le gouvernement a tout de même, en tout cas, recentré les débats autour de l'immobilier. Donc je pense qu'il y a une réelle prise de conscience, même si les banques, comme disait Francis, et on le sent, sa petite déception vis-à-vis des banques, et il a totalement raison, c'est les banques qui ne jouent pas les jeux. Mais le gouvernement, en tout cas, a incité ses partenaires à
à revenir sur l'investissement immobilier. Ils ont dit, le gouvernement a affirmé qu'il allait renforcer le prêt à taux zéro et prolonger la loi Pinel. Donc, ils sont conscients que l'immobilier reste en tout cas un pan majeur de notre activité aujourd'hui économique. Alors finalement, vous êtes une jeune entreprise, 2 ans d'existence. Pour vous développer, Thomas Delmas, Francis Sack, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'on se fasse connaître. On compte sur vous. Non, ce qu'on fait, c'est que on rend notre site disponible. On demande à nos clients de mettre des avis sur Google, mais des vrais avis, c'est-à-dire dès qu'on les rencontre une première fois, on leur dit voilà, vous ne nous connaissez pas encore. On a fait notre rendez-vous. Si vous trouvez ça juste, logique et intéressant pour vous, mettez un petit avis. Si ce n'est pas le cas, mettez aussi un avis. Qu'on puisse vous répondre et vous dire pourquoi c'est comme ça et pas autrement. On a aujourd'hui la chance d'avoir les réseaux sociaux. On va s'y concentrer un peu plus parce qu'on n'est pas réellement présent aujourd'hui, mais il faut qu'on le fasse. Et puis après, il n'y a pas de secret. Le meilleur moyen de se propager, c'est le bouche à oreille, le parrainage, la recommandation. Et c'est comme ça que vous fonctionnez en ce moment. Donc vous avez une activité qui régionalement va d'où à où? Alors j'ai envie de dire... Un peu partout en Ile-de-France. En réalité, on n'a pas de limite. Et puis, on nous est même arrivé de nous déplacer dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur cet été, pas que pour les vacances, mais aussi pour le travail. À Clermont-Ferrand récemment, Aix-en-Provence. Il n'y a pas de limite. Vous savez, quand aujourd'hui, déjà il y a la mondialisation, il n'y a plus aucune limite au niveau international, un conseiller en gestion de patrimoine doit être disponible, quoi qu'il en soit, à n'importe quel endroit en France pour son client. Voilà, donc on rappelle également que vous avez un poste d'apprenti à pourvoir. Donc s'il y a des jeunes ou des moins jeunes même en cours d'études de gestion de patrimoine, eh bien, ils sont les bienvenus. On va rappeler votre site internet si vous voulez bien, Francis Sack. C'est le www.sd6 finance-au-singulier.com. Voilà, donc si on veut vous contacter, quel que soit le thème, on vous contacte par votre site. Tous nos coordonnées là-dessus, ils peuvent nous passer des coups de fil ou envoyer des mails, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir été avec nous ce matin, en tout cas. Merci, on va tout de suite faire une nouvelle respiration musicale, et cette fois-ci avec Patrick Fiori. Ta chronique, tu la passes pas maintenant. Alors, tu la passes tout de suite. Oui, on la passe tout de suite. Parce qu'à 33, il faut la passer. Bon, bah ok, bah, tu enchaînes direct. Attends. Je rappelle juste qui c'est, parce que... On nous abandonne? C'est ça? C'est là? Faut d'abord que j'introduise le thème, l'interview. Tu reprends ou pas là? Tu reprends maintenant? Voilà, c'était donc un extrait, vraiment une toute petite respiration musicale du titre Un air de famille de Patrick Fiori. Tout de suite, on rejoint Marie-Cécile Navès, interviewée par Pascal Boniface, sur l'affaire Joy Flood et pourquoi les USA se sont embrasés. Aux États-Unis, avec des manifestations qui se transforment en émeutes, des scènes de pillage et un président américain qui est obligé de se réfugier dans le bunker de la Maison-Blanche. Oui, c'est vrai que c'est une information assez incroyable et que lui-même a assez mal accepté. D'ailleurs, c'est une situation qu'il a assez mal acceptée et donc il a essayé de reprendre la main sur l'iconographie et sur le récit qu'il veut faire de sa présidence en ces temps un peu compliqués. Donc il a fait une courte allocution dans les jardins de la Maison-Blanche avant de faire évacuer les manifestants autour de la Maison-Blanche à coups de gaz lacrymogène pour se rendre dans l'église des présidents à quelques pas de là et brandir une Bible et réaffirmer les valeurs de combativité, de force, contre la faiblesse et les manifestants qu'il assimile, qu'il crée des amalgames avec les émeutiers. Et tout ceci entouré d'hommes blancs, donc il y a une cohorte d'hommes blancs qui se rendent dans l'église pour réaffirmer les valeurs culturelles de l'Amérique chrétienne et qui fait référence aussi à la loi et à l'ordre. C'était un mot de Nixon. Donc on est plutôt dans un storytelling de la brutalité, de l'intransigeance et pas du tout dans celui de l'empathie et de l'apaisement, ce qui évidemment contribue à souffler sur les braises des violences et des clivages. Alors, j'oserais presque dire des meurtres de noirs par les policiers blancs, ce n'est pas
c'est relativement fréquent aux États-Unis. Pourquoi celui-ci a déclenché un tel mouvement de protestation qui, par ailleurs, s'étend à l'échelle mondiale? Ce qui s'est passé avec George Floyd, c'est que on a les images de sa mort et de son agonie en direct. Et par ailleurs, il prononce exactement les mêmes mots que Eric Garner. I can't breathe, je ne peux plus respirer. Eric Garner qui avait été lui-même étouffé par un policier blanc en 2014, et c'est ce qui avait lancé le mouvement Black Lives Matter. Donc on a l'impression qu'en 6 ans, il ne s'est rien passé, c'est les mêmes images, c'est les mêmes mots. Et cette impression de statu quo, c'est vraiment l'étincelle qui met le feu aux poudres dans la communauté noire, mais dans un contexte déjà de frustration et de colère important, avec les conséquences très dures du Covid-19 sur la population noire en termes de chômage, en termes d'accès à la santé, en termes de mort aussi du Covid, et puis des inégalités sociales et raciales qui se croisent d'ailleurs aux États-Unis dans l'accès à l'éducation, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès à toutes les ressources. Et c'est un peu le déclencheur d'une vague de colère qui a un terreau bien plus ancien, qui était déjà là sous Obama et qui date dans les représentations collectives de la dangerosité de l'homme noir dans l'espace public qu'on retrouve dans une partie de la police américaine qui remonte à l'époque de l'esclavage. Alors il y a une résonance avec les années 60, puisque dans les 60, c'est à la fois l'affirmation des droits civiques et en même temps la conquête spatiale, donc les deux faces de l'Amérique. Et aujourd'hui, on lance SpaceX et il y a des émeutes. Est-ce que donc rien n'a bougé depuis les années 60 ? C'est vrai qu'on a un peu cette impression de retour en arrière et d'une Amérique nostalgique en fait. Ça donne l'impression un peu d'une Amérique nostalgique. Et d'ailleurs, Trump, pendant sa campagne de 2016, il disait que sa période préférée de l'histoire américaine, c'était les années 50. Alors, c'est pas tout à fait les années 60, mais c'était l'époque de la ségrégation quand même. C'était justement avant l'affirmation du droit des Noirs. Alors. C'est vrai, c'était avant les lois anti-ségrégation, où chacun était à sa place en fait. Les Blancs étaient à leur place, les Noirs étaient à leur place, les hommes et les femmes aussi. Donc c'est une Amérique qui a plus du tout ces repères-là. Et on voit bien qu'on est dans une sorte d'affirmation d'une guerre culturelle, dans une nostalgie peut-être d'un âge d'or qui est mythifié, mais qui est plus du tout en phase avec les aspirations, avec les attentes sociales, et qui, à l'échelle internationale, comme tu l'as dit tout à l'heure, trouve un écho tout à fait impressionnant. On a des mobilisations sur l'ensemble des continents, pas dans tous les pays, mais quand même de Vancouver à Berlin, en passant par y compris en France, Pékin, Paris, Addis Abeba, où il y a une solidarité avec la communauté noire américaine contre les violences et contre le racisme, et un racisme qu'on retrouve dans d'autres pays et qui suscite des attentes sociales et une colère forte. Et puis aussi sur le terreau de manifestations, de mobilisation contre les pouvoirs établis, contre la corruption des pouvoirs qu'on a vu ces dernières années dans de nombreuses parties du monde. On a aussi un peu le sentiment de dire, tout le monde en 2008 se félicitait de l'élection de Barack Obama en disant que les choses avaient changé de façon fondamentale, que plus rien ne serait comme avant. Il y a eu effectivement de nouveau des incidents et des meurtres de Noirs par les policiers sous le mandat d'Obama. Et donc on a un peu l'impression, est-ce que l'on peut dire que la cause des Noirs n'a guère avancé sous les 2 mandats de Barack Obama ? C'est sûr que l'élection d'Obama avait suscité tellement d'attentes, tellement d'espoir que c'était peut-être un peu trop par rapport à son pouvoir d'action. Après, Obama, il a été aussi élu sur un projet qu'on avait qualifié à l'époque de post-racial, c'est-à-dire qu'il n'avait pas voulu être trop associé à la communauté noire, mais avec un discours plutôt d'unité, d'union et de paix. Ça n'a évidemment pas suffi pour éteindre les clivages raciaux qu'il peut y avoir dans l'Amérique. C'est pas un homme seul qui peut faire ça. Et puis sur le plan spécifique de la police, il a essayé de mettre en place des mesures pour lutter contre le racisme structurel ou les habitudes racialisées, on va dire, structurelles de la police, avec le déploiement de caméras, par exemple. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, la formation de la police, la gestion de la police ne dépendent pas de l'État fédéral, elles dépendent des États fédérés et des villes. Donc c'est un peu au bon vouloir des autorités locales. Et puis le fait qu'il y a une impunité telle dans les violences policières ne permet pas de
permet pas de lutter efficacement contre ces violences, même si ça a l'air de changer un petit peu, puisque le policier qui a tué George Floyd fait l'objet d'une inculpation pénale. Non seulement il a été viré, mais il est fait en même temps d'une inculpation. Alors Barack Obama s'est exprimé lundi, justement en envoyant, et ça fait référence à ce que vous venez de dire, ce n'est pas un homme seul qui peut agir. Il s'est exprimé, il n'a pas appelé à voter contre Trump, il n'a pas appelé à voter pour Biden, mais il a appelé à voter justement au niveau local en disant que c'est par une approche, je dirais, de la base que l'on peut modifier les choses. Oui, ce que fait Barack Obama depuis qu'il n'est plus président, c'est soutenir une fondation, sa propre fondation, qui encourage les Young Leaders, et notamment les jeunes leaders dans la communauté noire, garçons et filles, à s'affirmer, à s'émanciper, à prendre la parole, à mener à bien des projets. Et donc, c'est pas la première fois qu'il appelle les jeunes à aller voter. Il avait fait un tweet il y a quelques années en disant « Don't boo, vote ». Arrêtez de vous plaindre, arrêtez d'être seulement dans la protestation, mais allez vous exprimer dans les bureaux de vote. Et là, effectivement, dans ce co-article dans Medium, il appelle à aller voter aux élections locales, il appelle à se mettre au travail. La dernière phrase de l'article, c'est « Let's go to work, let's go back to work ». Retournons au travail, mettons-nous au travail. C'est-à-dire que la colère doit être transformée en proposition et non pas seulement rester à la protestation dans la rue. Et ça peut être un atout pour Biden, qui a du mal à séduire la jeunesse multiculturelle, y compris la jeunesse noire, alors qu'il est très populaire plutôt chez les seniors de la communauté noire. Parce que le tournant des primaires américaines a été la primaire de la Caroline du Nord, où Biden a beaucoup plus que Sanders profité du vote noir. Oui, Biden, il bénéficie de l'aura très positive d'Obama parce qu'il a été son vice-président pendant 8 ans, mais plutôt chez les plus de 45-50 ans de la communauté noire. Chez les jeunes, il a un peu plus de mal. C'est plutôt une jeunesse... Il s'était affiché avec des ségrégationnistes dans le passé. Oui, et qu'il est aussi adepte de gaffe. Il a encore fait une gaffe il y a quelques jours en disant « Si vous votez pour Trump, c'est que vous n'êtes pas noir ». Donc il est obligé de rattraper un peu toujours les bévues qu'il peut dire. Mais par ailleurs, la jeunesse progressiste américaine, qu'on décrit parfois de manière un peu caricaturale d'ailleurs, elle est effectivement très engagée sur différentes causes, sur la question des violences policières, mais aussi la limitation du port d'armes, sur le climat, sur l'égalité de genre. Elle a un agenda comme ça intersectionnel, mais ça ne veut pas dire qu'elle va voter, ça ne veut pas dire qu'elle se déplace dans les bureaux de vote. Et donc, tout le défi pour Biden, c'est d'encourager cette jeunesse-là à aller voter pour lui. Et sans doute, il faudra qu'il propose un programme, un agenda qui mette le curseur plus vers la gauche et qui prenne en compte ces revendications de la jeunesse multiculturelle américaine. Alors, il a mis dans son équipe de campagne Alexandra Ocasio-Cortez, qui est l'égérie de cette génération dont vous parlez. Et en même temps, on n'a pas le sentiment que sa campagne démarre. Alors, il était confiné dans son sous-sol, mais on a quand même un peu ce sentiment étrange qu'il n'est peut-être pas la bonne personne au bon endroit pour battre Trump. Oui, c'est vrai qu'il souffre d'une invisibilité un peu problématique aujourd'hui. Alors, c'est dû en partie au confinement, parce qu'il fait partie des personnes à risque, Biden. Donc, Trump également, alors que Trump va partout. Trump ne se considère pas comme faisant partie des personnes à risque. D'ailleurs, il refuse de porter un masque, etc. Mais comme c'est le président et comme il est toujours dans la provocation, il est tout le temps sous le feu des projecteurs. Et Biden a un peu du mal à exister médiatiquement. Mais on peut peut-être penser qu'il va mettre l'accent avec son équipe sur les quelques États clés où l'élection risque de se jouer le 3 novembre prochain. Ça fait partie des possibilités qu'on entend chez les stratèges de campagne de Biden, mais il a quand même du mal, c'est vrai, à représenter quelque chose de neuf, à représenter un peu l'audace, de la prise de risque. On est plutôt dans les vieilles recettes, à la fois en termes programmatiques, même s'il a un agenda beaucoup plus à gauche qu'Obama en 2008, et à la fois dans le style, dans la rhétorique, même s'il a un leadership complètement opposé à celui de Trump, qui est beaucoup plus coopératif, beaucoup plus bienveillant, et peut-être que ça peut jouer en sa faveur auprès d'un électorat plutôt âgé et qui notamment a
a souffert du Covid-19 et qui ne fait pas trop confiance à Trump, visiblement, pour la suite des événements. Et comment cet électorat âgé va juger la politique de Trump par rapport aux manifestations et aux émeutes, puisqu'il fait, bien sûr, Trump fait un lien. Est-ce que sa stratégie, je dirais, de polarisation extrême de deux camps, en se faisant passer pour le parti de l'ordre, peut être gagnante? Est-ce qu'il va apparaître comme le recours de l'ordre et de la loi par rapport à des émeutiers et par rapport à une anarchie qu'il présente lui-même comme se répandant contre son fait? C'est très intéressant de suivre ce sujet-là, effectivement, parce que les derniers sondages montraient que chez les plus de 65 ans, Trump perdait du terrain, y compris dans le camp républicain, du fait de sa mauvaise gestion du Covid-19. Mais peut-être que c'est aussi une population qui va être très inquiétée, qui va s'inquiéter de ces images d'émeutes et de violences, et de voir une jeunesse multiculturelle, une jeunesse noire qui peut-être est présentée comme menaçant les fondements et les structures de l'Amérique. Ça peut être aussi un atout pour Trump. Il y a fort à parier que les républicains vont utiliser ces images comme des images peut-être de propagande aussi dans certains États qui sont déterminants pour l'élection du 3 novembre. Ça peut se retourner en faveur de Trump, effectivement, auprès d'un électorat qui a peur de la modernité, qui a peur de l'avenir et qui craint aussi, qui se souvient peut-être des violences des années passées, peut-être des émeutes de Los Angeles en 92, et qui se souvient des années 60 peut-être pour une partie d'entre elles, et qui peut être rassuré par quelqu'un qui rappelle la loi, qui rappelle l'ordre, même si pour l'instant chez Trump ça reste uniquement du ressort de la rhétorique et de la menace. Il a menacé d'envoyer l'armée de métier dans les États où les violences sont les plus fortes, mais il ne peut pas le faire d'un simple claquement de doigts. Il y a un certain nombre de précautions juridiques qui l'empêchent de le faire. On avait déjà dit après son élection en 2016 que les États étaient désunis et qu'il y avait vraiment les rouges et les bleus. Disons que Hillary Clinton était répulsive pour tous ceux qui ont voté Trump et Trump était répulsif pour tous ceux qui ont voté Hillary Clinton. C'était plus un vote de rejet de l'autre qu'un vote d'adhésion pour beaucoup. Est-ce que le fossé ne s'est pas encore accru et que cette stratégie de Trump de radicaliser la situation pour consolider son électorat va encore accroître le fossé entre est-ce qu'on a vraiment deux Amériques dressées l'une contre l'autre? C'est sûr que la polarisation de la société américaine, elle ne date pas de Trump, mais lui, il l'a encouragé. Et ça, c'est un des legs du Trumpisme, c'est vraiment l'exacerbation de tous les clivages, et en particulier évidemment des clivages électoraux. Tout le pari du Parti démocrate, c'est de faire de Biden un candidat plus consensuel vis-à-vis de toutes les couches potentielles de l'électorat démocrate. Mais chez la jeunesse, ça va être un petit peu compliqué de les convaincre d'aller voter Biden, même s'il y a une grande différence par rapport à 2016. Parce qu'en 2016, personne ne croyait que Trump allait gagner, alors que là, tout le monde sait qu'il peut être réélu. Donc ça peut être un effet mobilisateur pour oui, l'effet surprise, l'effet inattendu ne peut plus jouer. Ne fonctionnera pas, et le sentiment anti-Trump est tellement fort que peut-être ça a fonctionné en 2018 avec les élections de mi-mandat. Il y a eu vraiment un effet anti-Trump qui a conduit les gens à aller voter en masse, y compris les jeunes générations. Donc ça, c'est aussi un espoir pour le Parti démocrate. Et comme toujours, il y a des sondages qui sont faits au niveau national alors que le vote n'a pas lieu au niveau national. Les sondages au niveau national sont très défavorables à Trump, mais ça, c'est pas nouveau, c'est presque depuis le début de son mandat. Mais on sait que ça risque de se jouer à 3, 4, 5 États, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, mais d'autres États comme l'Arizona, par exemple, qui était traditionnellement acquis aux républicains, pourraient basculer, et inversement, d'autres États démocrates pourraient basculer dans le camp républicain parce qu'il y a une stratégie de communication très micro par les annonces Facebook, par le porte-à-porte, par une campagne de terrain dont les Américains sont très friands et dans lesquels ils sont experts, qui peuvent faire basculer les choses à quelques dizaines de milliers de voix près. Peut-être qu'on rejouera le scénario de 2016. On rappelle que Trump a perdu de 3 millions de voix au niveau national, mais il a emporté dans 3 États clés avec 70 000 voix d'écart. Avec peu d'électeurs, effectivement. Alors, on est face, on voit des policiers qui mettent un genou à terre pour rendre hommage aux Noirs. Il y a à la fois
les suprématistes blancs qui se déchaînent. On a vu des images, effectivement, de gens on sait qu'il y a 300 millions d'armes qui circulent dans le pays, et Trump n'appelle pas réellement au calme et à la prudence dans ses déclarations. Est-ce que, il est toujours difficile, bien sûr, de faire des pronostics quand la situation est en train de se dérouler, mais est-ce que de cela, il y aura des États-Unis plus conscients quand même du sentiment de devoir par rapport à l'autre, ou est-ce que la haine va l'emporter? Lorsque cette crise due au meurtre de George Floyd va terminer, est-ce que la volonté de dépasser les questions raciales va l'emporter sur la haine de l'autre? La population américaine qui éprouve une haine raciale, par exemple, ou une rancœur très forte par rapport à d'autres groupes sociaux, c'est pas la majorité de la population, mais c'est une base électorale qui est très galvanisée, qui est très mobilisée pour aller voter et pour faire du lobbying et du militantisme sur le terrain. Et là-dessus, les États-Unis ont une histoire très importante, un savoir-faire très important. Il peut, à contrario, y avoir une prise de conscience que l'image des États-Unis s'est fortement dégradée dans le monde, que la politique commerciale vis-à-vis de la Chine ne sert pas autant les intérêts de l'industrie et des fermiers qu'il l'a promis, que aussi la crise économique qui est en train de secouer les États-Unis comme le reste du monde à cause du Covid, c'est à mettre au discrédit de Trump. Peut-être qu'il peut y avoir dans une partie de l'électorat modéré, indépendant, c'est cet électorat-là qu'il faut regarder avec attention, que finalement, 4 ans de Trump, c'est peut-être assez et qu'il est temps de repartir vers un autre projet de société, mais c'est compliqué de le prévoir parce que on voit bien aujourd'hui qu'il y a deux Amériques qui s'affrontent, mais c'est pas forcément la majorité de la population américaine. La population américaine dans sa majorité, elle ne manifeste pas, elle n'est ni pro-Trump de manière virulente, ni anti-Trump de manière virulente. Elle regarde ce qui se passe et elle se positionne en fonction des événements, mais peut-être que quand même la dégradation des conditions économiques, des relations sociales, de l'image des États-Unis dans le monde peut convaincre un électorat modéré plus important qu'en 2016 qu'il faut une autre gouvernance, un autre leadership. Alors on sait que le mouvement évangélique est très favorable et très engagé en faveur de Trump, d'où cette scène d'ailleurs à l'église qui leur a été destinée. En même temps, la communauté noire est très présente aussi dans le mouvement évangélique. Comment cette communauté noire qui appartient au mouvement évangélique peut réagir vis-à-vis de ces événements? Alors c'est vrai que les évangéliques ne sont pas un bloc monolithique. Ceux à qui Trump s'adresse, c'est ceux qui sont plutôt radicaux, ultra-conservateurs sur les questions de mœurs aussi, qui ont une vision un peu, missionnaire aussi en matière de politique étrangère. C'est à eux qu'il s'adresse quand il veut déplacer la capitale israélienne à Jérusalem. L'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Voilà, quand il encourage la colonisation d'Israël, c'est à cette population-là qu'il s'adresse. Trump, il a quand même besoin de l'électorat africain-américain. En 2016, il a remporté uniquement 8% de cet électorat-là, mais il a besoin, dans certains États clés, j'y reviens, mais c'est vraiment essentiel de parler du vote dans certains États clés, il a besoin de gagner 1 ou 2 points dans cette population-là pour l'emporter. Et ces stratèges le savent. Il a à la Maison-Blanche 2 types de stratèges, pour faire vite. Il y a ceux qui sont vraiment sur une dynamique très sécuritaire, très identitaire, restauration de l'Amérique blanche, etc. Et puis les autres qui sont un peu plus pragmatiques et qui savent bien qu'il ne peut pas s'aliéner complètement la communauté noire parce que ça peut se jouer à très peu. Donc, c'est vrai que ce message peut être risqué. Ce message vis-à-vis de l'électorat évangélique en finalement stigmatisant les Noirs et en laissant entendre que c'est plutôt les Blancs qui sont menacés dans cette Amérique aujourd'hui et pas les Noirs par le racisme, ça peut être risqué auprès de l'électorat noir, oui, c'est vrai. C'est donc aussi un paramètre à prendre en compte. Est-ce que
Est-ce que le Covid va jouer un rôle? Est-ce que Trump peut espérer un redémarrage de l'économie américaine d'ici les élections? Ou est-ce que sa promesse de dire qu'il est le mieux placé pour rebâtir l'Amérique après un dommage qui vient de l'étranger et dont il n'est pas responsable peut séduire de nouveau une partie de l'électorat? C'est vrai que le coronavirus, c'est pour lui le Chinese virus. C'est le virus chinois qui a été imposé de l'extérieur et contre lequel il ne pouvait rien faire. C'est son plus grand souhait, que l'économie reparte rapidement. C'est même presque son obsession. D'ailleurs, quand il appelle aux États pour qu'ils déconfinent, pour qu'ils réouvrent les entreprises, pour que les écoles rouvrent, etc., c'est dans ce but-là, parce qu'il s'est tellement glorifié d'avoir obtenu des résultats économiques merveilleux pour l'Amérique pendant les 3 premières années de son mandat, que finir sur une récession et un chômage exponentiel ruinerait une grande partie de son crédit. Il le sait très bien. Sans doute que le Covid va laisser des traces dans la population. Il y a des populations qui sont beaucoup plus touchées que d'autres, ou qui sont plus inquiètes aussi. On en a parlé tout à l'heure avec les populations seniors. Mais c'est aussi une économie qui peut repartir facilement, les États-Unis. C'est-à-dire on perd son emploi facilement, mais on peut en retrouver un facilement, beaucoup plus que dans d'autres régions du monde. Donc il n'est pas exclu que les choses soient, sinon complètement inverses à ce qu'elles sont aujourd'hui à l'automne, mais que la récession soit moins forte ou que ça se stabilise, auquel cas, évidemment, ça serait un point positif pour lui. Mais si ça ne fonctionne pas sur l'économie, il redoublera d'efforts, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui sur la rhétorique identitaire et sécuritaire, qui permet de masquer un peu d'autres aspects sur lesquels il a moins de prise. En tout cas, donc, si je comprends ce que vous dites, aussi bien par rapport à l'affaire George Floyd que par rapport au Covid-19, que par rapport à la situation économique, il est trop tôt pour faire des pronostics, et une fois encore, on connaîtra le résultat une fois que les gens ont voté, mais que les enquêtes d'opinion, les sondages ne servent pas à grand-chose pour le moment. Les tendances sont plus en faveur de Biden aujourd'hui, au niveau national comme au niveau local, mais je rappelle qu'en 2016, on a tous globalement manqué de prudence, on a été un petit peu trop sûr que Trump ne pouvait pas gagner. Donc il faut être très très prudent, et il nous a habitués aussi à tellement de revirements, à tellement de volte-face et à tellement d'incertitudes que c'est bien malin celui qui peut dire qu'il va être élu le 3 novembre, même si la tendance n'est pas forcément en sa faveur aujourd'hui, mais il reste encore 5 mois. Merci Marie-Cécile Nab. Je renvoie à la lecture de votre livre Géopolitique des États-Unis, paru aux éditions Erol. Merci. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM.